dérangé mon idole, probablement. Et bon, en outre, beaucoup de journalistes, beaucoup de fans l'ont dérangé, et en général, ils entendaient « fuck you, bastard ». J'avais pas envie d'entendre ces mots. Vous êtes présent dans le livre sans en être le héros. À quelle distance est-ce que vous êtes placé pour trouver la bonne mesure, la bonne écoute? Non, mais en fait, je suis au début et à la fin, parce que je trouve que c'est, là aussi, c'est plus pour dire d'où on parle, quoi. C'est pourquoi est-ce que j'écris ce livre, et donc je trouve que prendre le lecteur par la main et lui dire, voilà, en fait, moi, en 2007, je suis allé là, dans cet endroit-là, dans la Nouvelle-Angleterre, j'ai cherché un vieil écrivain de 80 ans qui est mort 3 ans après, puis j'ai pas osé le voir, et hop, et comme ça on est un peu tout de suite embarqué. Je sais qu'Emmanuel Carrère est venu parler dans cette pièce il y a quelques heures, et lui aussi, il commence son livre, et c'est très brillant. Il commence, pour arriver à nous intéresser à quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans et qu'on connaît par cœur, il arrive par la subjectivité, à dire, ben moi en fait, j'ai eu une crise mystique il y a quelques années, et puis j'ai commencé à me poser des questions et tout ça. Et enfin, je crois que c'est bizarre parce que je sais qu'on lui a reproché, et on le reproche aussi, de dire « je », mais c'est indispensable pour arriver à garder cette subjectivité. J'ai pas envie d'écrire un roman historique sur la Deuxième Guerre mondiale à la Max Gallo. Vous voyez, je veux écrire un roman sur le regard d'un bientôt quinquagénaire sur ce qui s'est passé 20 ans avant sa naissance. Donc c'est mon regard à moi qui est important, parce que moi je suis halluciné de voir tout ce qui s'est passé dans mon pays juste avant que je naisse et que mes parents n'en aient pas parlé. Donc l'idée n'est pas d'apprendre des choses extraordinaires sur ce passé, mais c'est de le mettre en contact avec le présent, c'est de le regarder d'ici et de maintenant, avec le regard de ma génération. Comment vous êtes emparé de ces deux personnages qui étaient d'abord des personnages existants, ce ne sont pas des êtres de papier et d'imagination, qui sont des monstres sacrés, puisque Chaplin, Salinger et Ouna, finalement, est aussi une sorte d'icône. Comment vous avez recréé les manques, les trous? Comment vous avez créé le roman à partir des êtres existants? Oui, j'ai jamais autant travaillé. Franchement, je déconseille aux jeunes écrivains dans la salle de raconter des histoires avec des personnages réels. Il vaut mieux les inventer. Comme ça, on a la paix, ils font tout ce qu'on leur dit. C'est beaucoup plus pratique. Là, j'étais quand même tout le temps coincé par la vérité. Donc, il fallait qu'ils se quittent en 41, il fallait qu'elle se marie en 43, et que Salinger débarque en 44. Je n'ai pas pu le faire débarquer plus tôt. J'aurais beaucoup aimé. C'est vrai, parce que je pense quand même que les Américains auraient pu venir plus vite, nous aider. Ils ont attendu très longtemps. Ils ont essayé quand même un peu 1 an et demi plus tôt, et ça n'a pas marché, mais du coup ils ont attendu trop longtemps. Il y a eu beaucoup trop de morts, cette décision-là, enfin bon, bref. Bref, donc en fait, pour te répondre, Karine, ça demande beaucoup de documentation. Il faut lire énormément de choses, de livres, d'histoires, et chercher beaucoup sur Internet aussi. Mais il faut surtout oublier la documentation à un moment, parce que si on veut, par exemple, décrire la rencontre entre Oona O'Neill, qui a 16 ans, qui est à Hollywood, qui passe ses essais avec Charlie Chaplin, qui a 54 ans, et qui est tellement célèbre qu'il y avait des mugs dans tous les États-Unis avec sa silhouette dessus. Donc, cette rencontre, Chaplin l'a racontée dans ses mémoires, les biographes d'Oona et de Chaplin l'ont racontée,
mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. On sait où elle a eu lieu, le jour, l'heure, ça oui, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Et c'est là où moi j'interviens. Et c'est là où le romancier commence son travail. Le romancier commence là où le biographe s'arrête. Donc, évidemment, c'est peut-être inadmissible, parce qu'évidemment, on ne saura jamais ce que Luna et Chaplin se sont dit ce soir-là. Comment il a fait pour la choper, en gros. Mais je me suis imaginé, moi, voilà, j'ai bientôt 50 ans, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais dit à la hit girl de New York, la fille d'un grand écrivain américain qui débarque à Hollywood, qu'est-ce que je lui aurais dit? Et donc il y a cette conversation dans mon livre. Après, je suis très heureux parce qu'hier j'ai eu un appel de Annie Chaplin, la dernière des 8 enfants de Charlie Chaplin et Oula, et qui m'a dit qu'elle avait pleuré. Donc j'étais vraiment très très touché que... Elle m'a dit qu'elle avait détesté certains passages, qu'elle en avait beaucoup voulu, notamment sur la fin de la vie d'Oula, mais qu'elle avait pleuré, qu'elle avait été très émue d'entendre la voix de ses parents et tout ça. Donc j'étais extrêmement touché. Ça paraît réussi alors. Oui, Paris a réussi, puisqu'elle a entendu la voix de sa mère. C'est-à-dire que ce qui est dingue, c'est de s'imaginer qu'on parle de genre, moi je parle de mythes, ce sont des mythes pour moi, Salinger, Chaplin, mais quand on écrit un roman, ça devient des êtres chair, de sang, on est obligé de se mettre à leur place, d'imaginer ce qu'on aurait fait à leur place, vraiment. Et donc quand on ne s'est pas trompé, ça fait très plaisir. Quand vous avez su que le livre était terminé, alors évidemment vous allez me dire quand j'ai raconté ce que j'avais raconté, mais vous avez eu des lectures, comment est-ce que vous savez que c'était bouclé? Oui, à vrai dire, je ne savais pas. Je l'ai fait lire à mon éditeur et j'ai coupé des choses parce que pas à sa demande, mais j'ai décidé de couper certains chapitres qui ça partait un peu dans tous les sens. Et pour le concentrer, pour que le roman soit plus dense, j'ai élagué. Parce qu'ils ont tellement eu d'aventures, tous ces gens, que j'ai pas pu tout dire. Il y a des choses tellement hallucinantes dans la vie de Chaplin et de Salinger. Donc j'ai fait un tri, et une fois que j'avais fait ce tri et tout, je me suis dit là, ça a l'air à peu près bouclé. En plus, j'aime bien quand les livres ont un début, un milieu, une fin, vraiment que ça corresponde. D'où l'histoire du cendrier. Bon, alors je vais quand même vous expliquer, parce que évidemment Karine ne se souvient pas. Ah si. Je déconne. Donc il y a une chose vraiment complètement imaginaire dans ce livre, c'est qu'Ouna vole le cendrier du Stork Club, qui est un club très à la mode dans les années 40, et après 50, 60 aussi. Et donc elle pique le cendrier parce qu'il y a une cigogne qui fume une clope sur le cendrier, il y a écrit Stork Club. Enfin, vous avez tous déjà volé un cendrier dans un grand hôtel, vous savez ce que je veux dire. Oui, bande de kleptomanes, vous savez très bien ce que je veux dire. Ne niez pas. Donc elle pique le cendrier, elle le met dans la poche de la veste de Salinger, et puis il s'en va et il part à la guerre avec ce cendrier. Il va traverser toute l'horreur de la guerre, et à la fin, peut-être que ce cendrier va réapparaître. C'est tout bête, mais qu'un objet traverse le temps et toute la vie, je pense que ça peut vous faire chialer à la fin de mon bouquin. Si j'ai bien fait mon travail. Donc c'est-à-dire que, vous voyez, c'est tous ces artifices de construction romanesque qui font que je dis, tiens, ça y est, mon livre est terminé. C'est-à-dire que c'est ça que j'ai saupoudré finalement sur la biographie. Je ne sais pas si c'est très clair. Ça, plus les dialogues, plus... Oui. Ah oui, non, mais alors là, tel que, heureusement qu'il n'y a plus de livres à acheter, hein, parce que alors, tel que vous racontez, ça donne pas du tout envie. Hein. Vous n'êtes pas du tout vendeur de votre livre. C'est vrai, comment? Ah bah pas du tout. Ouais, non, on a l'impression que ça fait collage là, mais c'est pas du tout ça le livre. Non, mais pas du tout. Alors je m'exprime mal. Ah oui? L'idée, c'est d'embarquer en commençant par soi-même, s'embarquer dans ce truc. Voilà, je suis là, je vais vous raconter une histoire. Et puis après, évidemment, qu'on doit créer il y a de l'artifice.
d'artifice aussi par-dessus tout ça. C'est, je sais pas comment expliquer, c'est comme au cinéma, il y a du montage. Il y a une malice d'écrivain. Oui, puis j'alterne des moments très durs, très violents, avec d'autres moments qui sont plus légers, frivoles. On est dans des soirées, avec des filles en robe du soir, avec des colliers de perles, et puis juste après, à nouveau, on est dans des endroits terriblement violents, comme le camp de Dachau, que Salinger a libéré, où il est arrivé en première ligne, parce qu'il était dans le service de contre-espionnage. Et donc, en fait, en gros, ça consiste à aller voir avant les soldats ce qu'il y a. Donc, il était quand même très courageux. Et donc, enfin, ce qui est fou, mais encore une fois, tout ça est arrivé, donc tout ça est vrai, je n'ai rien inventé, mais c'est que ce sont des gens qui faisaient la fête dans une boîte de nuit, et quelques mois plus tard, ils se retrouvent au fond de l'enfer. Et moi, c'est ça qui me fascine le plus. Donc, voilà, c'est de juxtaposer toutes ces choses. C'est ça la vérité. Enfin, si vous me permettez, sur la manière d'écrire, vous êtes bien meilleur. Le livre est 100 coudées au-dessus de votre manière d'expliquer la façon dont vous l'avez écrit, si je puis me permettre. Parce que là, vraiment... Madame n'est pas d'accord. Vous l'avez lu, le livre? Oui, il explique très bien. Et il est magnifique. Oui, mais il en parle très bien. C'est mieux. J'ai lu. C'est quand même beaucoup mieux. Non, mais c'est parce qu'elle me taquine, elle est comme ça, elle est un peu folle de moi. Ça fait des années qu'il me dit non, alors je me mange sur un plateau. Stratégie féminine, le chaud, le froid. D'ailleurs, à propos de stratégie féminine, si j'ai une lecture féministe de votre titre, cher Frédéric, Oona et Salinger, on se demande si c'est pas le rédacteur en chef, le directeur de la rédaction de lui, qui a mis le grand nom du monsieur et le petit nom de la dame. Est-ce que c'est un peu machiste ou est-ce que c'est pour se rapprocher d'Oona et rentrer dans le mythe avec Salinger? C'est-à-dire que Oona est plus connue par son prénom et Salinger plus par son nom. Et il a signé ses romans dignes de ses deux initiales. Mais vous avez raison, j'y ai pensé. Sauf que si c'était Oona et Jerry, ça faisait comme Tom et Jerry. Donc j'ai pas pu. Mais à l'époque, vous avez raison, c'était une époque très macho. Et les femmes portaient le nom de leur mari. C'est encore parfois le cas. Mais donc elle aurait pu. Elle a failli s'appeler Oona Salinger. Et puis elle est devenue Lady Chatelain. Avez-vous des questions à poser à Frédéric? Je vous encourage à le faire puisqu'il n'y a plus de livre à signer, qu'il n'y aura pas de signature à la fin de cette rencontre. Oh, merci pour tester. On peut s'arranger. Mais Maurice, c'est vrai, il n'y a plus de livres à vendre. Mais enfin, pourquoi suis-je là? Le truc. Mais c'est ignoble. Quand on y pense, c'est quand même affreux. Vous voyez, c'est tout ça que Salinger fuyait. Il fuyait cette espèce de situation où on se retrouve un peu comme un vendeur d'aspirateurs, quoi. Et je ne méprise pas les vendeurs d'aspirateurs, s'il y en a dans la salle. C'est un métier que je respecte. Mais c'est vrai qu'un écrivain ne devrait pas toujours se comporter comme une prostituée. Et je ne méprise pas. Bien, j'arrête. Je vous promets que... En fait, Karine se demande toujours quand je vais me taire. Pas du tout. Arrête de vous entendre parler. Bonsoir. Alors moi j'avais plein de questions à la tête, mais je vais en poser qu'une. Quel est le livre que vous avez préféré, pas écrire, mais relire? Je ne sais pas si vous relisez vos livres. Et quel est votre livre préféré de vous? Ben, je n'ai pas une passion pour la relecture de mes œuvres, parce que j'ai toujours le sentiment qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées en dehors, que j'ai envie de les corriger tout le temps. Si vous connaissez un écrivain qui relit sans cesse ses propres livres, il y en a, ah oui, c'est pas tout à fait sain, hein, c'est des gens qui vont très mal. Non, il se trouve que pour les besoins d'un film, j'ai dû en relire un assez attentivement il y a 3 ans, qui est L'amour de 3 ans,
scénario et l'adaptation. Et alors, il y a des tas de choses qui m'ont beaucoup énervé et que je trouvais très puériles. Il y avait des jeux de mots et tout ça que je trouvais un peu débiles. Mais il y a certaines pages, je me suis dit, ah, pas mal, finalement, ouais. Certains passages, je me suis dit, tiens, j'ai dit quelque chose sur les atermoiements de crétins dans mon genre. À la fois ayant peur de s'engager et en même temps très, très romantique et une grande capacité à tomber amoureux d'à peu près n'importe qui. Donc je pense que j'ai pas détesté finalement celui-là. Et puis la qualité, c'est un des plus courts. Ça, c'est une vraie qualité aussi. Merci. En fait, c'est un peu comme à la messe, on vient vous écouter, mais on ne pose pas de questions en fait. On ne pose pas de questions à Dieu. Pourquoi? Non, excusez, je suis désolé, parce que c'est une très mauvaise imitation d'Emmanuel Carrère. Oh le salaud! Le salaud! Oh le salaud! Bonsoir. J'aimerais savoir en fait, vraisemblablement que Salinger a quand même passé du temps à écrire là-haut. J'aimerais savoir si ça vous intéressait en fait, si un jour des manuscrits étaient retrouvés, si c'était intéressant de les faire publier ou au contraire les laisser dans son manoir. Ça, c'est une excellente question qui travaille tous les fans. Évidemment, je crois qu'il a beaucoup travaillé et qu'il a laissé les manuscrits. J'en veux pour preuve que mon agent a demandé à l'agent de Salinger, qui s'appelle Phyllis Westberg, une dame d'un certain âge à New York, et il a demandé s'ils avaient publié les manuscrits inédits. Et elle s'est contentée de sourire mystérieusement, sans dire ni oui ni non, un peu comme le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Et donc je pense que oui, il y aura bientôt, espérons-le, l'an prochain ou d'ici quelques années, des nouveaux textes. Et puis il y a ces fameuses 21 nouvelles inédites que Salinger a publiées dans les journaux pendant la guerre. Et ces nouvelles-là, le Salinger Estate refuse de les faire éditer, mais moi je les ai, parce que je les ai trouvées sur un site hongrois. Je les ai trouvées en anglais. Et le lendemain, alors je suis immédiatement mis sur une clé USB et fait imprimer tout ça. Et le lendemain, le site hongrois était fermé. Et je pense que si on cherche bien sur Internet, on peut trouver les nouvelles dont je parle dans mon roman, et notamment des nouvelles où je crois je suis sûr qu'il parle d'Ona, en fait. Elle ne s'appelle pas Ona dans les nouvelles, mais je pense que c'est elle. C'est une sacrée petite peste. Donc c'est elle. Justement, il faudrait qu'avant une autre question, vous avez été éditeur jusqu'en 2006 chez Flammarion, et vous avez d'ailleurs publié Lola Lafont. Votre premier texte publié, c'était Une fièvre impossible à négocier. Comment vous regardez évoluer vos petits poussins, et notamment Lola Lafont, qui a connu un très grand succès avec La petite communiste qui ne souriait jamais, publié chez Actes Sud en janvier. Comment vous les regardez rentrer? Comment vous articulez vite? Il y a eu un certain succès avec oui, c'était très. J'ai beaucoup aimé être éditeur. J'ai eu la chance de découvrir des talents et j'ai eu l'impression de servir à quelque chose. Il y avait Lola Lafont, Simon Liberati, dont j'ai publié le premier roman, Pierre Méraud également, Bénédicte Martin, un certain nombre de gens. J'ai été très fier de faire ce métier. Parce que c'est assez pénible comme métier, parce qu'on doit lire énormément de manuscrits merdiques pour assez peu de textes qui vous émerveillent. Mais quand ça arrive, le jour où vous lisez un texte qui vous émerveille, alors là vous vous dites que ce métier est une chance, est vraiment un honneur de pouvoir appeler quelqu'un et lui dire vous êtes un écrivain, il faut qu'on fasse quelque chose pour vous aider, pour vous publier, vous faire connaître, faire du bruit
publicitaire, j'aimais beaucoup lancer quelqu'un. Je trouve que c'était très intéressant. Lola Lafont s'était amusée à mettre le A, le anarchie, sur la couverture de Flammarion. On avait mis un tag comme ça, le A entouré, sur la couverture de la collection littéraire des romans Flammarion, qui est une couverture blanche. Et ça avait été compliqué pour convaincre la maison de faire ça. Mais du coup, on avait parlé d'elle, elle avait commencé à s'épanouir. Et j'étais très heureux et très fier qu'elle rencontre un public très large avec son dernier livre. Et la presse, pourquoi? Pourquoi prendre la tête de lui? Mais enfin, c'est tellement évident. Roger, voyons, non. Je suis marié. Donc, qu'est-ce que vous disiez? Lui. Non, lui, c'est un concours de circonstances. Il se trouve que la marque, lui, personne ne l'a oublié, mais que le journal ne marchait plus du tout, n'existait plus depuis 20 ans. Alors, avec une bande de filles, parce que le journal est passif, misogyne, et avec un associé, on s'est dit qu'il y avait une place pour un journal qui soit sexy et littéraire, voilà, et drôle. Et ben écoutez, on a de très très bons chiffres de vente, donc peut-être qu'on avait raison. Il y a une place effectivement pour un journal pas trop dégoûtant, assez élégant quand même, mais avec des poitrines de femmes.